Voilà, donc je vais vous présenter des travaux qui sont tout à fait en lien avec les précédents. C'est des travaux que j'ai effectués donc en thèse à l'INRAE. Donc voilà, j'ai soutenu ma thèse en avril. J'étais encadré par Vasquen et Guillaume. Donc je vais pas rappeler tout ce qui a été dit par Thibaut. Voilà, la robustesse des modèles, c'est leur capacité à assimiler le régime hydrologique, le débit dans un climat qui varie. Ces 10 dernières années, des applications assez nombreuses du split sample test ou d'une de ses variantes, le differential split sample test, a montré que les modèles hydrologiques conceptuels manquaient généralement de robustesse. Donc c'est ce qui est apparu clairement dans la présentation précédente. Et le problème face à ce manque général de robustesse, c'est qu'il est assez difficile d'identifier clairement des causes, puisque toutes les causes potentielles sont imbriquées les unes avec les autres. Les trois causes principales qu'on peut évoquer, donc le calage, les données et la structure, en fait, il y a des compensations qui sont à l'œuvre au moment du calage. Donc quand on a des données erronées, les paramètres calés compensent ces erreurs et de même pour la structure. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'était de savoir tout simplement comment améliorer la robustesse des modèles hydrologiques conceptuels. Et donc, j'ai essayé de répondre à cette question en deux temps. Et j'ai d'abord cherché quelles étaient les bonnes pratiques en matière de choix de modélisation. Alors, ce que j'appelle le choix de modélisation, c'est le choix de l'utilisation d'un modèle, enfin, tout ce qui n'a pas de rapport avec la structure d'un modèle. Donc, comment le caler, comment choisir les données. Et en particulier, je me suis intéressé donc aux questions des fonctions objectifs et à l'évaporation potentielle. Alors les fonctions objectives, donc c'est les fonctions qu'on utilise pour optimiser un modèle lors du calage. Donc aujourd'hui, les algorithmes qu'on utilise en fait pour des modèles simples comme GRKJ sont relativement fiables. Donc la question est davantage sur la façon dont on oriente le choix des paramètres selon la façon dont on calcule l'erreur. Et puis pourquoi l'évaporation potentielle? Parce que c'est la donnée qui est le plus explicitement le fruit d'un modèle. L'évaporation potentielle, c'est une grandeur fictive et en fait, on ne peut pas la mesurer. Étant donné la pléthore de formules qui existent pour l'estimer dans un bassin versant, j'ai essayé de voir s'il y avait des bonnes pratiques pour le choix d'une formule. Voilà. Et donc, dans un second temps, j'ai essayé de chercher à diagnostiquer et améliorer la robustesse de GRKJ. Donc aujourd'hui, je ne pense pas avoir le temps de vous présenter ça. Donc, je me suis appuyé sur une base de données constituée d'environ 550 bassins versants, 380 français et 180 australiens. Alors, ces bassins versants, en fait, ont été utilisés dans les thèses de Laurent Coron, qui est donc la mère de la mienne. Donc, c'est des bassins qui disposent de longues chroniques journalières, au moins 20 ans, qui sont peu influencés, peu enneigés. Et l'intérêt d'avoir ajouté des bassins australiens, c'est que déjà l'Australie est un territoire plus aride que la France. Et puis, l'Australie a subi une sécheresse qu'on appelle la sécheresse du millénaire, donc voilà, au tournant des années 2000. Et donc, ça en fait un terrain de jeu idéal pour pour tester nos modèles. Et donc, pour évaluer des choix de modélisation hors structure, je me suis appuyé sur une procédure systématique de calage contrôle qui a été évoquée par Pierre dans les questions, donc le GSST. Le Generalized Split Sample Test, c'est en fait juste tout simplement la systématisation du split sample test. L'idée étant de caler un modèle sur des sous-périodes d'une chronique, et ces sous-périodes étant définies de façon glissante. Donc on prend 10 ans, pour la première période, c'est les 10 premières années, la deuxième, c'est les 10 premières années décalées d'un an, etc. Et on contrôle toujours le modèle sur la même période, c'est-à-dire la chronique entière, afin de pouvoir comparer les résultats obtenus
dans les différents calages sans se poser de questions. Parce que parfois, ça peut être assez délicat de comparer les performances d'un modèle sur deux périodes différentes. Je me suis doté donc de 3 indicateurs que sont le NASH, le MAR et le PMR. Alors le NASH, tout le monde le connaît, c'est un indicateur qui a été reconnu pour bien qualifier les capacités d'un modèle en hautes eaux, en crue. Le MAR, c'est son pendant pour les basses eaux. Donc tout ça vient d'un travail de Louis Crochemore, qui a été en thèse dans l'équipe Hydro. Bon, j'ai pas mis la référence, mais je pourrais la donner. Donc le NASH pour les hautes eaux, le MAR pour les basses eaux, et le PMR, c'est un critère ad hoc qui s'appuie sur les travaux de Laurent Coron, qui a proposé comme outil graphique d'analyse de la robustesse des modèles la courbe des biais glissants, donc, que vous voyez en bas. La courbe des biais glissants, c'est la courbe qui représente l'évolution des biais du modèle sur des sous-périodes dans le temps. Donc chaque point représente le biais du modèle sur une sous-période de 5 ans. Et ce que montre cette courbe, c'est que l'erreur du modèle évolue dans le temps. Et donc, elle évolue en fonction aussi des caractéristiques climatiques des périodes sur lesquelles le modèle est utilisé. Et dans la mesure où elle n'est pas stationnaire, on ne peut pas corriger le modèle avec un simple facteur correctif qui marcherait partout, tout le temps. Et donc, c'est un indicateur de la robustesse du modèle. Puisque si on cale le modèle sur une période, en fait, on va avoir probablement un biais sur une autre période qui n'a pas le même biais sur la courbe des déglissants. Et donc, le PMR, c'est tout simplement le calcul de l'air sous la courbe par rapport à la moyenne du biais du modèle. Donc, ce que représente le PMR, c'est la platitude de la courbe. Plus la courbe est plate, et plus le modèle a l'air d'être robuste, puisqu'on peut le corriger avec un simple facteur correctif unique. Voilà, donc ça fait 3 indicateurs. Donc j'ai comparé 4 fonctions objectifs qui sont toutes dérivées du KGE. Le KGE calculé sur les débits qui est la référence, KGE calculé sur la racine carrée des débits qui permet de limiter le poids des erreurs en crue, en hautes eaux. Le split KGE, SKGE, calculé sur les débits. Donc en fait, le split KGE, c'est la moyenne des KGE annuels, tout simplement. Ça a été proposé par un chercheur australien afin de donner plus de poids aux années sèches, parce que généralement, le KGE sur les années sèches est moins bon. Et puis le split KGE, calculé sur la racine carrée des débits, pour avoir des choses un peu symétriques entre le KGE et le split KGE. Donc, j'ai aussi comparé 4 formules d'évaporation potentielle qui ont été sélectionnées pour leur popularité, aussi pour leur complexité croissante. La formule Loudin, qui est donc une formule empirique basée uniquement sur la température et le rayonnement extraterrestre. La formule de Morton, qui est très utilisée en Australie. La formule de Penman-Montis, qui est souvent la référence. Et la formule de Penman, qui est la formule de Penman-Montis sans la résistance stomatique. Voilà. Et donc, j'ai utilisé 3 modèles conceptuels afin de donner un petit peu de généralité à mes résultats concernant les formules d'évaporation potentielle et les fonctions objectives utilisées. Donc, j'ai R4J, bien sûr, et puis TopMo et SimRide. TopMo, c'est un modèle conceptuel qui est dérivé du top modèle de Keys-Dehaven, et SimRide, c'est un modèle qui a été assez utilisé en Australie. Et donc, ces modèles ont été utilisés avec le package RGR et RGR+. Et donc, maintenant, les résultats. Donc, j'ai d'abord regardé, donc là, c'est le graphe du haut, les trois graphes du haut. J'ai d'abord regardé les performances moyennes en contrôle de mes modèles calés avec les différentes fonctions objectives. Donc, pour chaque bassin, pour chaque configuration de modèle, j'ai fait plusieurs calages dans le cadre du GSST. Donc, j'ai moyenné les performances obtenues en contrôle pour avoir ces boxplots. Donc, il y a une boxplot, il y a un graphe pour chaque critère de performance, PMR, NASH et MAR, et une couleur pour chaque fonction objective. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le choix de la fonction objective
pour le Nash et pour le PMR, finalement, n'a pas tellement d'importance. En revanche, il en a une pour la simulation des bases d'eau. Et là, ce qui ressort, c'est que voilà, utiliser en fait, tant le KGE calculé sur la racine carrée des débits que le split KGE calculé sur la racine carrée des débits donne des bonnes performances. Donc, en fait, ce qui compte, c'est de réduire l'hétérosélasticité des erreurs pour représenter au mieux les bases d'eau. Et j'ai également regardé, donc là, ce sont les graphes du bas, la variabilité des performances en contrôle. Donc là, l'idée, c'était de regarder l'écart type et non la moyenne des performances obtenues en contrôle pour tous les calages réalisés pour chaque configuration de modèle. Et donc, ce que ça représente, c'est la dépendance à la période de calage. Donc, plus cette dépendance est limitée, et mieux on se porte, puisque ça évite que les performances du modèle dépendent des données qu'on a utilisées en calage, qui parfois sont disponibles en faible nombre, et en fait, on n'a pas vraiment le choix de les utiliser. Donc, moins cette dépendance est forte et meilleure sera plus robuste sera le modèle. 3 minutes, ok. Donc, ce qui ressort, c'est que le KGE calculé sur la racine carrée des débits est le moins sensible au choix de la période de calage. Donc, c'est en bleu. Et là, on a des résultats visibles tant pour le PMR que le NASH que le NA. Voilà, donc si je devais vous formuler une recommandation pour caler vos modèles, ce serait d'utiliser le KGE calculé sur la racine carrée des débits. J'ai également comparé les 4 formules d'évaporation potentielle. Alors, j'en ai 4 en France, mais j'en ai que 2 en Australie du fait de la difficulté d'avoir des données de vent. Donc, on ne peut pas calculer Penman et Penman 6 en Australie. Donc là, ce qui ressort, c'est que la formule d'Houdin en France semble la plus adaptée. D'accord. Donc, c'est pas énorme, il y a quand même une relative insensibilité au choix de la formule. Et à l'inverse, Penman-Montis semble être la pire formule, alors qu'en Australie, en fait, on a plutôt une autre situation où cette fois, c'est la formule de Norton qui est la plus adaptée. Et donc, pour aller un peu plus loin que ces résultats, j'ai comparé des marges d'amélioration des performances, du PMR, selon le choix de modélisation, donc selon la fonction objectif utilisée ou le choix ou la formule d'évaporation potentielle. Donc, en haut, vous avez pour chaque box un graphe par modèle. La box plot de gauche, c'est la situation où on prend pour chaque bassin toujours la pire fonction objectif, celle qui donne les pires résultats en PMR. À droite, donc best, c'est le choix de la meilleure fonction objectif, et le choix au milieu, c'est par défaut, c'est en fonction des résultats précédents quand on prend le KGE calculé sur la racine carrée des débits pour tous les bassins. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le choix de la fonction objectif n'a pas vraiment d'influence, ça confirme les résultats précédents. En fait, le choix par défaut est très bien. En revanche, pour le choix de la formule d'évaporation potentielle, là, on a des situations très contrastées entre les performances avec le pire cas et le meilleur cas. Et le choix par défaut, c'est une situation intermédiaire pour le PMR, donc pour la robustesse. Et donc, ça illustre une certaine variabilité spatiale de la meilleure formule d'évaporation potentielle. Et au-delà de cette forte variabilité spatiale, la meilleure formule d'évaporation potentielle par bassin n'est cohérente pour les 3 modèles que dans 41% des bassins. Donc ça, c'est en France. En Australie, on a des choses un peu similaires. Donc, je vais aller un peu plus vite. Et donc là, vous avez la carte des meilleures formules d'évaporation potentielle juste pour GR4J, pour essayer de voir si on a des cohérences spatiales pour arbitrer ce choix. Et ce qui est ressorti des analyses en fonction des caractéristiques hydroclimatiques des bassins, c'est que Houdin, pour la France en tout cas, Houdin était recommandé pour des bassins plutôt grands, Norton pour des bassins plutôt petits, et qu'il n'y avait pas de règles évidentes pour les autres formules. Mais donc ça, c'est pour GR4J. En fait, pour les autres modèles, c'est pas forcément la même chose. Il se trouve que pour les autres modèles, Penman-Montis, c'est plutôt un mauvais choix de manière générale pour l'Est de la France. Donc là, c'est plus pour des questions d'albédo. Donc, en fait, ça dépend vraiment du modèle. En l'occurrence, GR4J est un peu particulier puisqu'il a une fonction d'échange.
Et donc, dans les situations où l'évaporation potentielle est un peu faible, la demande évaporatoire est un peu faible, il arrive à compenser. Donc, on n'a pas toujours les mêmes résultats entre GR4J et les autres modèles. Et pour l'Australie, c'est la même chose. En fait, la formule d'Houdin semble la meilleure pour les bassins pentus et forestiers, mais c'est la pire quand on prend les autres modèles pour Topmo et Simhai. Donc, je vais conclure maintenant. J'ai cherché à améliorer la robustesse des modèles hydrologiques d'abord en cherchant des bonnes pratiques en matière de choix de modélisation. Donc, si je devais vous délivrer 4 messages clés, ce serait d'utiliser le PMR. Ça, c'est juste un petit peu de pub. Donc, c'est un indicateur synthétique de la robustesse qui évite d'avoir recours au split sample test. En fait, il donne une idée de la capacité d'un modèle à représenter la variation du débit en moyenne, en volume. Deuxième message, ce serait de prendre garde à l'hétéroscédasticité des erreurs en calage. Troisième message, c'est que le choix de la formule d'évaporation potentielle peut changer assez significativement les résultats, sauf qu'il n'y a pas tellement de règles fiables pour faire ce choix bassin par bassin, modèle par modèle. Donc, je vous conseille de tester plusieurs formules d'évaporation potentielle si vous utilisez un modèle ou un autre. Je vous remercie.